chers honorables membres du jury, opposition, bonjour. En réponse à nos consorts de l'opposition, la langue a permis de passer d'une approche naturelle à une approche culturelle, sans qui nous serons toujours des animaux. La langue peut être enseignée sous de multiples façons, en fonction à la fois de la vision, de l'interprétation de ce qui est une langue, et de l'idée ou l'image du chemin parcouru pour l'apprendre. Une langue peut être un système grammatical astucieux, avec des règles précises, de syntaxe, ou bien un moyen de communication entre les hommes. Mais c'est tout d'abord toute une culture. Car comme Jean-Claude Germain le dit, la langue sur la culture n'est pas seulement une erreur de calcul, c'est une erreur de la nature. Plusieurs personnes bilingues ne sont pas biculturelles, mais certains le sont. Et à cause de cette théorie de bilingue et biculturelle, ne devons donc pas être surpris s'ils changeaient d'attitude ou de comportement. Demandez à des gens de raconter une histoire heureuse, leur remontrer sûrement morale. Parler espagnol plutôt qu'anglais avec un Cubain habitant à New York, et verrait certainement des sentiments de famille. Parler ensuite en anglais avec cette même personne la pousserait à penser à l'école ou au travail. Plus de deux tiers de personnes bilingues témoignent qu'en changeant de langue, elles changent d'attitude et de comportement. Tenons par exemple Julien Green, un écrivain américain né en France, qui n'a juste pas pu traduire ses livres du français à l'anglais. Il dit « C'est comme si, en écrivant en anglais, je devenais une autre personne. » Green décida alors, croyez-le ou non, mesdames et messieurs, de réécrire tout un nouveau livre en anglais. Le fait qu'il soit très difficile de transposer une idée d'une langue à une autre penche certainement vers l'existence d'une relativité linguistique. Dans la philosophie comme dans l'histoire, plusieurs personnes très connues parlent plus de deux langues. Par exemple, Mahatma Gandhi parlait au moins 3 langues. Martin Luther King parlait en latin avec ses élèves quand il parlait de théologie ou de l'Église, tandis qu'il parlait allemand quand il entretenait d'autres sujets. Erasmus, l'humaniste allemand et le premier éditeur du Nouveau Testament, parlait 5 langues. Quoique sa langue maternelle soit l'allemand, il utilisait le latin non seulement lorsqu'il parlait de diplomatie ou de théologie, mais aussi dans ses discussions journalières. Tous changeaient de code en changeant de langue. La question de la relativité linguistique a cessé de constituer un champ de bataille. Elle représente désormais un véritable creuset pour la recherche, ressemblant des chercheurs dans de disciplines différentes, oui. Linguistes, mais aussi anthropologues, psycholinguistes, psychologues, neurologues. Il faut savoir que l'idée de la relativité linguistique n'est du tout neuve. Effectivement, selon Wilhelm von Humboldt, l'homme s'entoure d'un univers sonore, afin de recueillir et d'élaborer en lui l'univers des objets. Les rapports que l'homme entretient avec les objets sont fondamentalement et exclusivement réglés par la manière dont le langage les transmet. C'est par un seul et même acte qu'il tisse autour de lui la trame de la langue et qu'il se tisse en terre. La langue n'est pas du tout un épiphénomène de surface qui s'appuie sur une capacité cognitive ou linguistique. Il est un monde entier en soi et pour qui la diversité linguistique est justement un signe de la multiplicité des mondes constitués par les gens et leur culture. Parler une langue, mesdames et messieurs, c'est changer d'état d'esprit. Ce n'est pas seulement un gestuel qui change ou des articulations qui se forment, c'est tout un ensemble de pensées, d'arrière-pensées emballées qui surgit une fois la bouche bien ouverte. Parler, c'est sentir et faire sentir. C'est évoquer et provoquer. N'importe quelle que soit la langue, mesdames et messieurs.